Aujourd'hui, on annonce une température de moins 50 degrés avec de violentes bourrasques, une pression atmosphérique si basse qu'elle fera bouillir votre sang et une tempête de poussière planétaire qui cachera le soleil pendant les 3 prochains mois. Pareils événements seraient sans précédent sur Terre. Mais c'est la météo habituelle sur Mars. Une météo qui vous serait fatale. Ôter sa combinaison spatiale sur Mars n'est pas une bonne idée. D'abord, vous remarqueriez que la pression est très basse. Vos liquides organiques se mettraient à bouillir instantanément. Aujourd'hui, Mars est un désert glacé, étouffant sous la poussière et balayé par des tourbillons aussi hauts que l'Everest. Autrefois, c'était pourtant un paradis très semblable à la Terre. Comment les choses ont-elles pu dégénérer à ce point? Et que se passerait-il si nous devions affronter le même sort demain? Notre système climatique est propre à la Terre. D'autres planètes connaissent des tempêtes qui dépassent l'imagination et subissent des conditions atmosphériques auxquelles nous espérons ne jamais être exposés. Mais cela pourrait-il arriver? Et si oui, pourrions-nous survivre à ces périls de l'espace? Ce matin, le soleil se lève sur une planète Terre dévastée, en proie au froid glacial et à l'atmosphère proche du vide qui règne sur Mars. Les fleuves bouent et gèlent en même temps. D'immenses tempêtes de poussière engloutissent les villes. Des régions ensoleillées comme la Californie du Sud se trouvent plongées dans la nuit. Heureusement, nous sommes à l'abri de tels phénomènes, du moins pour l'instant. Mais pourquoi sont-ils apparus sur Mars? Grâce aux robots Spirit, Opportunity et Curiosity de la NASA, on sait que la 4e planète en partant du Soleil, 2 fois plus petite que la Terre et à la gravité 3 fois plus faible, possède le climat le plus similaire au nôtre de toutes les planètes connues. Il y a des saisons marquées, 2 calottes polaires, une atmosphère où peuvent se créer des vents violents, des tempêtes de poussière comme on en voit dans le Sahara. C'est un endroit qui paraît habitable. Mais pour ce qui est du climat, les similitudes s'arrêtent là. La température moyenne sur Terre est de 15 degrés. Sur Mars, elle s'établit à moins 60 et peut même parfois descendre à moins 140 au pôle. On pourrait penser que Mars est beaucoup plus froide parce qu'elle se trouve plus loin du Soleil. Mais ce n'est que partiellement vrai. C'est surtout parce que l'atmosphère est très ténue, donc l'effet de serre très faible. La quantité d'air dans l'atmosphère est 100 fois moindre. Il faut monter à 30 km dans l'atmosphère terrestre pour trouver une pression aussi basse que sur Mars. En plus de soumettre Mars à un froid glacial, cette atmosphère extrêmement raréfiée engendre ce qui est sans doute la principale différence avec la Terre. Le fait que l'eau ne peut pas exister sous forme liquide à la surface. Si j'atterrissais sur Mars avec un verre d'eau et que j'exposais cette eau à l'atmosphère de la surface martienne, qui est presque du vide, elle se mettrait à bouillir toute seule. Pourquoi l'eau bouillerait-elle au point de s'évaporer? Tout vient de la pression atmosphérique. Le point d'ébullition de l'eau dépend de la pression atmosphérique. Si vous montiez sur l'Everest, vous verriez que l'eau bout à une température bien plus basse en haut d'une montagne. Si on abaissait la pression pour qu'elle ne fasse plus qu'1% de la pression atmosphérique terrestre, comme c'est le cas à la surface de Mars, on pourrait faire bouillir de l'eau à une température très basse. On peut faire ça ici avec cette chambre à vide. Je l'ouvre. J'y mets de l'eau, je la referme et je la mets en marche. La pompe aspire l'air et vous voyez, ça commence à bouillir. Mais que se passerait-il sur Terre si la pression atmosphérique tombait aussi bas que sur Mars? Saint-Louis, dans le Missouri. La pression barométrique plonge de 1013 millibars, sa valeur normale,
à seulement 7,5 millibars. Pour le puissant fleuve Mississippi, la fin est proche. Le Mississippi se mettrait à bouillir à mesure que la pression chuterait. On verrait le niveau diminuer et un nuage de vapeur s'élever et se dissiper rapidement. Le niveau du fleuve baisserait de plus en plus. En quelques minutes, la température de l'air au-dessus de l'eau descendrait à moins 50 degrés. Le Mississippi finirait par ressembler à ce qui semble être des cours d'eau asséchés aujourd'hui sur Mars. L'atmosphère martienne étant trop ténue et trop sèche pour que la température reste stable, celle-ci connaît des variations de plus de 50 degrés entre le jour et la nuit. Ces fluctuations thermiques donnent naissance à des vents puissants qui déclenchent à leur tour ceci. Les tourbillons de poussière les plus actifs et les plus hauts jamais découverts à ce jour. Comment ces monstres se forment-ils? Tout commence avec deux éléments de base du climat martien. Les vents constants et la poussière omniprésente qui donne son nom à la planète rouge. Le vent érode lentement les roches de surface et cela produit cette poussière extrêmement fine. Elle est d'une couleur rosée car elle contient de la rouille, de l'oxyde de fer. Aussi fine que du talc, elle se répand très facilement dans l'atmosphère. L'atmosphère martienne est rougeâtre à cause de cette poussière qui reste en suspension durant de longs moments. Toute cette poussière forme une armée de colonnes tournoyantes que les météorologues appellent tourbillons de poussière et non tornades. Car les tornades nécessitent des nuages chargés d'eau, chose qui n'existe pas sur Mars. La chaleur du soleil fait naître des petits points chauds, l'air tournoie en soulevant la poussière, celle-ci absorbe encore plus de chaleur, le tournoiement s'accélère et il se forme un tourbillon de poussière. Sur des images comme celle-ci prises par les robots de la NASA, on voit souvent plusieurs tourbillons à la fois. Il arrive que les robots eux-mêmes soient pris dans un tourbillon qui les débarrasse de la poussière accumulée sur leurs panneaux solaires et leur permet ainsi de recharger leur batterie. Quand on regarde les images, on voit les tourbillons de poussière se déplacer. Donc rien de surprenant à ce que l'un d'eux passe sur un robot et le nettoie. Mais ce ne sont pas tous de petits aspirateurs inoffensifs. Certains se muent en des monstres dont la hauteur dépasse celle de l'Everest, éclipsant largement les tornades de force 5 qu'on rencontre sur Terre. Ils peuvent atteindre 8 ou 10 km de hauteur et des centaines ou des milliers de mètres de diamètre. Que se passerait-il si l'un de ces tourbillons de poussière géants déferlait sur la Terre? Retour à Saint-Louis. Si un monstre haut comme l'Everest s'approchait de la célèbre Gateway Arch. Sa largeur serait celle de la ville. Si large qu'on verrait un vide se créer à l'intérieur, comme dans une tornade, mais en beaucoup plus large. Le vent serait moins fort, mais l'énergie totale colossale. Le tourbillon enfouirait la ville sous des tonnes de débris. Seule l'emblématique Gateway Arch résisterait à sa fureur. Elle est recouverte d'acier inoxydable sur lequel la poussière ne tient pas et continuerait à se dresser tel un symbole étincelant. En entraînant la poussière très haut dans l'atmosphère, les tourbillons martiens jouent un rôle clé dans le climat qui règne sur la planète rouge. Cependant, il leur arrive aussi parfois de prendre des proportions tellement phénoménales qu'ils pourraient tuer des centaines de millions de personnes s'ils s'abattaient sur Terre. Mars n'est pas la seule planète du système solaire où sévissent d'immenses tempêtes de poussière. Le 5 juillet 2011, une tempête de sable géante a frappé Phoenix en Arizona. Haute de 3000 mètres, elle a englouti la ville pendant plus d'une heure
privant 10 000 personnes d'électricité et clouant les avions au sol. Mais elles n'étaient rien comparées à celles qui se produisent sur Mars à intervalles réguliers de quelques années. On a été sidérés la première fois qu'on en a vu une, quand nos sondes ont survolé Mars. On n'était pas habitués à l'idée de tempêtes gigantesques engloutissant une planète tout entière. Cette énorme tempête a fait rage pendant 1 mois et la température moyenne à la surface a chuté d'environ 30 degrés. Comment le climat martien donne-t-il naissance à ces tempêtes planétaires? Tout commence quand un tourbillon de poussière s'emballe. En été, la chaleur du soleil fait se soulever une grande quantité de poussière sur une surface limitée. Le soleil chauffe la poussière et pas ce qui est à côté. Il y a donc une différence de température entre le mur de poussière en mouvement et l'air environnant, ce qui le fait avancer. Mais une fois qu'il a englouti toute la planète, il n'y a plus de différence de température pour l'entretenir. La circulation puissante qui a causé sa propagation s'interrompt et la poussière retombe lentement. Quels seraient les effets d'un tel phénomène sur Terre? Los Angeles. Un gigantesque mur de poussière en voie de submerger notre planète tout entière apparaît au sud de la ville. D'abord, ça cacherait le soleil. La température baisserait d'environ 10 à 15 degrés et elle continuerait à baisser au fil des heures. Les espaces verts de la ville commenceraient à se faner et à geler. Mais il y aurait aussi des conséquences bien plus dramatiques pour la Terre. Une pénurie alimentaire mondiale s'installerait très rapidement. Il n'y aurait pas d'eau pour les plantes, ni de soleil. On ne pourrait plus produire suffisamment de nourriture pour tout le monde. Je ne pense pas qu'une tempête de poussière planétaire de 3 mois provoquerait l'extinction totale de l'espèce humaine. Mais elle tuerait sans doute 1 milliard ou 1,5 milliard de personnes. Un climat aussi impitoyable est fatal pour les êtres vivants. Pourtant, Mars était autrefois une planète chaude où il y avait de l'eau et qui abritait sans doute la vie. On pense qu'il y a peut-être 3 milliards d'années environ, Mars était couverte d'eau, avec des océans, des lacs, des rivières. Mais ensuite, toute cette eau a disparu. Tout cela était possible parce que Mars possédait alors une atmosphère bien plus épaisse. Où est-elle passée? Mars est plus petite que la Terre, donc elle a perdu sa chaleur interne plus rapidement. Ce qui veut dire que son noyau de fer s'est en grande partie solidifié. Il a cessé de produire un champ magnétique, car cela nécessite un noyau de fer liquide en rotation. Le champ magnétique de la Terre protège notre atmosphère en déviant les particules chargées émises par le Soleil. Mais quand Mars a perdu son champ magnétique, les particules solaires chargées ont pu emporter une partie de son atmosphère. Cela a conduit à un refroidissement global et le dioxyde de carbone de l'atmosphère a commencé à geler. Du coup, l'effet de serre s'est affaibli. La température a baissé, il a gelé encore plus, et ainsi de suite. C'est un peu comme le contraire de l'effet de serre qui s'est produit sur Mars. Aujourd'hui, son atmosphère initiale ayant en grande partie disparu, Mars ne peut plus abriter de l'eau sous forme liquide. Du moins, pas à la surface. Mais se pourrait-il que de l'eau liquide, donc la vie, se dissimule quand même sur la planète rouge? Malgré son aspect désertique, Mars recèle en fait de l'eau en abondance. Pour comprendre où elle se cache, des chercheurs comme Christopher McKay étudient les vallées antarctiques de haute altitude ici sur Terre, où l'eau est emprisonnée dans le permafrost et ne fond jamais. Quand on va dans les vallées sèches de l'Antarctique, à très haute altitude, on se trouve dans des conditions qui, du point de vue de la physique de la glace, sont celles qui se rapprochent le plus de Mars. Ce sont les endroits que je préfère, parce que ce sont comme des petits coins de Mars sur Terre.
Si vous alliez sur Mars et que vous creusiez le sol, vous trouveriez de la glace. On pense que juste sous la surface, il y a de l'eau gelée en permanence. En plus du permafrost, il y a aussi de l'eau emprisonnée dans les calottes polaires martiennes. Mars possède des calottes polaires semblables aux nôtres qui s'étendent en hiver et régressent en été. Si on faisait fondre les calottes polaires de Mars, l'eau formerait une couche de 10 à 12 mètres d'épaisseur sur toute la surface de la planète. Mais ces calottes présentent une différence capitale avec les nôtres. En hiver, elles se couvrent d'une couche de 8 mètres d'épaisseur de dioxyde de carbone gelé, qu'on appelle glace carbonique. En hiver, il fait si froid que le CO2 atmosphérique se condense pour former une immense calotte polaire. Et en été, tout ça s'évapore. L'évaporation de la glace carbonique rend les calottes polaires martiennes dangereuses. Le soleil réchauffe le dioxyde de carbone sous la surface, créant des poches de gaz pas très différentes de ce qu'on trouve dans une bouteille de soda. Ce gaz jaillit en un violent geyser qui libère le dioxyde de carbone, mais émet aussi de la poussière et des débris qui sont emportés par le mouvement rapide de l'atmosphère. Il retombe ensuite sur la glace et cela fait comme des taches sombres sur ce qu'on appelle les dunes des régions polaires australes. Malgré sa dureté, le climat de Mars est celui qui se rapproche le plus du nôtre dans tout le système solaire. Par les jours d'été les plus chauds, la température peut même atteindre 30 degrés. Pourtant, pas question de se promener sans combinaison spatiale. Si vous sortiez dehors sans avoir mis votre combinaison, d'abord vous remarqueriez que la pression est très basse. Vos liquides organiques se mettraient à bouillir instantanément. Vous ressentiriez des douleurs dans toutes les parties de votre corps qui en contiennent. La seconde chose que vous remarqueriez est qu'il n'y a pas d'oxygène. Ensuite, vous gèleriez complètement et vous resteriez là, sans vous décomposer. Un sort similaire attend les alpinistes qui restent bloqués sur des sommets élevés comme l'Everest. C'est le cas du célèbre George Mallory, resté pétrifié à l'endroit où il est tombé en 1924. Aucun processus biologique ne vous décomposerait. Les rayons cosmiques et les ultraviolets finiraient par le faire, mais sur des milliers ou des millions d'années. À moins, bien sûr, que nous puissions redonner à Mars son climat jadis tempéré. Mais l'idée de terraformer la planète rouge est-elle un fantasme de science-fiction ou une réelle possibilité ? L'âpre climat martien semble inadapté à la vie, du moins à la surface. Le climat qui règne actuellement sur Mars n'est pas très propice à la vie. Fondamentalement, la pression est trop basse pour qu'il y ait de l'eau liquide, et celle-ci est essentielle à la vie. Les perspectives sont très sombres sur le plan biologique. Cependant, des images récentes révèlent ce qui semble être de l'eau liquide, pas à la surface mais dans le sous-sol. Ces lignes sombres suggèrent fortement la présence d'un liquide. Et le liquide le plus probable, c'est l'eau. Quand on dit eau, on pense à de l'eau douce potable, mais je pense qu'il s'agit plutôt d'une solution très salée. Sa salinité lui permet d'être stable à cette basse pression. Même s'il s'agit d'eau salée, c'est un espoir pour les chercheurs, car si la vie existait jadis sur Mars, elle pourrait avoir perduré dans des refuges souterrains. Ces ravins sont très alléchants. Il pourrait y avoir de l'eau très près de la surface. Et s'il y a de l'eau liquide, il pourrait y avoir aussi des traces de vie sous la surface. Même si c'était le cas, Mars resterait un foyer bien improbable pour l'homme. Et pourtant, certains rêvent déjà de transformer la planète rouge en une deuxième planète bleue. L'un des rêves des auteurs de science-fiction est de changer Mars en jardin d'Éden. Peut-être que la clé serait de provoquer un effet de serre artificiel. Pourquoi ne pas injecter des gaz à effet de serre à la surface?
C'est une possibilité. Quand Mars commencera à se réchauffer et que l'effet de serre sera installé, ça fera boule de neige. On sait qu'émettre des gaz à effet de serre peut faire augmenter la température. C'est déjà le cas sur Terre. Il y a un certain nombre de gaz à effet de serre très puissants qu'on pourrait injecter dans l'atmosphère martienne pour la réchauffer. Selon les chercheurs de la NASA, en construisant sur Mars des usines rejetant des perfluorocarbone, des gaz à effet de serre extrêmement puissants, on pourrait réchauffer l'atmosphère de 7 ou 8 degrés par siècle. À ce rythme, il faudrait environ 800 ans pour atteindre le point de fusion de l'eau. Les vastes quantités d'eau piégées dans le permafrost et les calottes polaires commenceraient alors à s'écouler et à s'évaporer. On aurait de nouveau une atmosphère dense, humide, où il pleuvrait et où la vie serait possible. Mais ce rêve appartient à un avenir lointain. D'ici là, les scientifiques continueront à étudier les secrets du climat martien dans l'espoir que cela nous aidera à mieux comprendre ce qui se passe sur notre propre planète.